Et on va le faire avec des représentants du terrain, des acteurs de terrain directs que sont à la fois de grands élus qui ont des responsabilités dans le domaine en particulier de l'économie sociale et solidaire, mais pas seulement à l'échelon régional et à l'échelon départemental. Je vais vous les présenter dans un instant. Et puis aussi les représentants à la fois du syndicat qui est l'UDES patronal, de cette organisation patronale, mais surtout du syndicat des principales des agriculteurs en France, la FNSEA, dans un instant. Je vous présente donc les invités de cette table ronde. Le président Muselier, Renaud Muselier, bonjour président, à double titre puisque vous êtes le président de la région PACA et puis président de Région de France et vous nous direz dans un instant la vision que vous avez et de la situation mais aussi des solutions et de ce que l'économie sociale et solidaire peut apporter dans la dynamique qui est celle que les collectivités territoriales essayent de mener. Et puis alors, autre dimension de nos collectivités bien sûr, avec vous Marie-Louise Kuntz, vous êtes à la fois vice-présidente du département de la Moselle, donc dans l'exécutif de ce département du Grand Est, mais aussi une conseillère régionale au demeurant, mais aussi la spécialiste au sein de l'ADF, l'Association des départements de France, de la question de l'économie sociale et solidaire. De ce secteur, vous le portez notamment dans le Conseil national, le Haut Conseil de l'économie sociale et solidaire. Et puis avec nous, donc je le disais, autour de cette table, Jérôme Woll, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le vice-président de la FNSEA. Vous êtes d'abord agriculteur, hein, en Ardèche notamment, et vous êtes le président au sein de la FNSEA de la commission emploi. Vous produisez par exemple des huiles essentielles, ça c'est pour la bonne bouche si j'ose dire, et notamment de lavande. Alors, avec nous Manuela Pinto aussi de l'UDES. Bonjour, vous êtes membre du bureau en charge du développement territorial à l'UDES. Je me tourne vers nos deux grands élus. En commençant, si vous voulez bien, en quelques mots, par vous demander à tous les deux, vu de votre prisme, de vos sièges respectifs que sont à la fois Marseille et puis aussi Paris à travers l'association, enfin Région de France, l'association des régions, mais aussi Madame Kuntz à travers la Moselle et puis les allers-retours que vous faites avec bien sûr cette vision nationale de l'ESS. Tous les deux, d'abord, sur la situation que vit le pays aujourd'hui, et puis deuxième question ensuite, la façon dont les collectivités territoriales essayent d'apporter des solutions. Quel est le diagnostic que vous faites de la situation que vit la France en ce moment? Renaud Muselier. Bonjour Monsieur Guerrier, bonjour à vous tous. Votre question est large, hein, donc je vais essayer d'être synthétique par rapport à une telle question. Nous avons été, nous, région de France, comme tout le reste de la France, bien entendu, très impactés par ce qui vient de se passer l'année dernière. Dans cette démarche, dès le début, nous, les régions, nous sommes mis en boucle WhatsApp avec M. Rotner, qui lui a été le premier impacté, puisque c'est la région Grand Est qui a été la première impactée. Et nous avons, dans cette boucle, immédiatement mis en place un certain nombre de dispositifs qui se ressemblent beaucoup de région en région et qui ont été en anticipation et en agilité par rapport, je ne veux pas apporter de jugement, notamment trop désagréable vis-à-vis du gouvernement, d'autant plus que je m'entends parfaitement bien avec Mme Klinkert, qui est pragmatique et très efficace. Pour autant, nous avons été, compte tenu des responsabilités qui sont les nôtres dans le cadre de la loi justement, nous avons en charge l'économie dans sa globalité et bien sûr dans l'économie sociale et solidaire. Donc chacun d'entre nous, nous avons à peu près mis un certain nombre de dispositifs qui représentent quand même près de 1,7 milliard d'euros sur la totalité des régions de France pour venir en soutien avec les aides gouvernementales. Et on a eu un partenariat très important avec Monsieur le maire pour essayer d'être au plus proche des demandes. Et nous avons mis en place toute une série de dispositifs. Dans ces dispositifs, nous, par exemple dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui représente l'économie sociale et solidaire, près de 13 000 entreprises avec 170 000 à peu près salariés. Nous avons mis en place immédiatement dans la région toute une série de dispositifs avec nos différents interlocuteurs. Que ce soit pour le monde de la culture, où nous avons la totalité de nos festivals qui sont tombés à plat, que ce soit sur le monde sportif, où nous avons bien entendu, comme tous les autres, un désastre complet, que ce soit bien sûr dans l'économie, et dans l'économie, nous avons associé tous nos partenaires. Et dans l'économie sociale et solidaire, notre interlocuteur, c'était la CRES. Donc, avec monsieur son président Denis Philippe, nous avons
travailler au quotidien et faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre l'économie et l'économie sociale et solidaire. C'est le même niveau d'intervention où nous avons, chez nous, par exemple, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la région PACA, hein, PACA c'est pas beau, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça représente près de 8% du produit intérieur brut. Et donc, nous avons mis toute une série de dispositifs avec un fonds qu'on avait appelé le fonds Essor. Ce fonds Essor sont des aides entre 10 000 et 100 000 euros pour l'économie sociale et solidaire et qui ont été, je crois, assez efficaces et utiles. Donc, en synthèse, une année qui a été touchée par une pandémie dans la première vague que personne ne maîtrisait, que personne ne contrôlait. Nous sommes restés dans le zéro polémique avec des activités et des réactions immédiates pour la totalité de nos champs de compétences, en soutien au gouvernement quand c'était le cas, et en soutien très fort sur les premières lignes. On a mis 130 millions de masques quand il n'y en avait pas dans le pays, quand même, par exemple. Dans la deuxième vague, on a peaufiné nos outils, on a réorganisé les moyens financiers, on a facilité l'accessibilité et la compréhension. Et pour maintenant, ce qui nous touche aujourd'hui, c'est-à-dire 2021, comment intégrer dans un confinement potentiel ou une année 2021 chaotique, une lisibilité économique pour l'économie sociale et solidaire en particulier, qui est une économie redoutablement efficace, mais aussi particulièrement fragile, qui nécessite une ascension un peu particulière par rapport à l'économie classique. Oui. Alors, Marie-Louise Kunz, Renaud Muselier vient de le dire, le grand acteur que sont les régions a cherché à apporter de la cohésion, à maintenir la cohésion en apportant les moyens qu'il vient de citer. À l'échelon des départements, vous avez en particulier la responsabilité de l'action sociale et vous êtes en lien, voire financeur direct d'un certain nombre d'entreprises de ce secteur. Comment avez-vous réagi? Quelle est la situation que vous voyez aujourd'hui? Quelle a été votre spécificité, les départements? La solidarité, c'est notre âme. Hein. Et effectivement, l'année 2020, qui reste marquée par une crise sanitaire sans précédent, a bien entendu des conséquences, mais nous avons essayé aussi d'agir dès le début, ce que nous avons fait. Comme l'a dit Renaud Muselier, nous avons aussi agi sur les masques, en partenariat avec les régions, avec la région Grand Est, mais nous avons bien entendu agit sur l'humain. On a mis plusieurs plans en place, comme bien que l'économie n'est plus dans notre compétence, puisque la loi NOTRe nous l'avait supprimée, mais on peut remercier le gouvernement actuel qui nous a permis, par un biais, de pouvoir quand même faire de l'économie et d'être aux côtés de nos petits artisans, aux côtés des associations qui souffrent énormément et aux côtés des entreprises quand même, parce que c'est très compliqué pour quel que soit. On a créé un fonds d'urgence aussi. On a fait une aide, un fonds d'urgence en juillet 2020. Et ça, c'est tous les départements. Moi, je parle en particulier pour celui de la Moselle, où on a mis 40 mesures. Donc, c'est de l'aide aussi aux associations. Et bien entendu, tous les départements ont fait de l'aide contre la précarité alimentaire avec la distribution de bons solidaires pour les personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes handicapées. On a bien entendu été tout de suite aux côtés de nos bénéficiaires du RSA qui étaient encore plus touchés, et aux côtés des étudiants aussi, par le fait que, comme tout était fermé, les étudiants souvent avaient des petits boulots pour pouvoir payer leurs études. Ça a été stoppé. Donc, nous avons été aussi à leur côté. Nous avons proposé des jobs d'été de façon à ce qu'ils puissent avoir un petit pécule et nous le renouvellerons. Actuellement, nous venons de passer pour la Moselle notre séance la semaine dernière, de nouveau d'embaucher des jeunes étudiants avec des contrats pour qu'ils puissent continuer leurs études et pour pouvoir aussi avoir un petit pécule pour se nourrir. Je ne vais rien dire, hein, les universités ont fait leur boulot, l'État fait son boulot en parlant des repas à 1 euro, mais il y a d'autres choses et pour les filles, vous savez qu'il y a certains produits qui sont nécessaires et qui coûtent cher, et on a à leur côté avec des associations caritatives comme le Secours populaire. Merci. Alors, je vais me tourner vers vous à nouveau, Renaud Muselier et Marie-Louise Kunz, en vous posant finalement 2 questions.
comment les collectivités territoriales que vous êtes, avec leur degré, leur subsidiarité, leur degré d'implication différents et leurs prérogatives différentes, peuvent-elles, et d'ores et déjà, participent-elles à la relance, c'est-à-dire votre participation au fond des territoires, votre contribution à la relance. Et puis par ailleurs, n'hésitez pas, c'est aussi l'objet d'un débat, quels sont les obstacles aujourd'hui que vous considérez important de combattre, mais que vous rencontrez, sur lesquels vous voulez vous exprimer, et notamment face au gouvernement, puisqu'on a 2 ministres qui participent à cette matinée. Renaud Muselier. Alors, la contribution à la relance, déjà. Question complexe aussi. Bien sûr. On a le temps, allez-y. Je crois qu'on a bien, dans la première partie de l'année 2020, je pense qu'il faut bien remettre en perspective, comme toujours, ce qui s'est passé, pour apprendre des difficultés rencontrées, des échecs ou des accélérations, de façon à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Il est clair que dans l'année 2020, chacun a essayé de jouer vraiment dans son domaine de compétences. Nous, on a en charge essentiellement, bien sûr, la totalité de la formation du lycée jusqu'à la totalité de sa vie à l'université ou la formation professionnelle ou les apprentis, etc. On a en charge les transports interurbains et tous les TER, etc. et tout le monde économique. Et là-dedans, nous, on a essayé de maintenir la totalité du service public auprès qui dépend de la région, auprès de nos concitoyens, c'est-à-dire les transports, etc. On s'est engagé à laisser la totalité de nos lycées ouverts tout de suite. Donc on a toujours milité et on était parfaitement en phase avec M. Blanquer pour les lycées. On a un grand débat qui est très très désagréable avec le gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire que l'on conteste vigoureusement. Et sur le volet économique, on a pu voir pendant cette période que, compte tenu du désastre social autour de nous, les maires, parfois les départements, chacun a voulu jouer à faire de l'économie. Et ce qu'on avait validé avec le précédent Premier ministre et Madame Gourault, qui est une interlocutrice tout à fait parfaite, c'est devant une crise économique et une crise sociale qui s'annonce, que chacun fasse le maximum et concentre ses moyens dans les crises qu'il affronte. La crise sanitaire entraîne une crise économique, la crise économique entraîne une crise sociale, et on a bien entendu après une crise de société psychologique qui arrive derrière, qui est le problème de l'année 2021, et que l'on a vu arriver pendant l'année 2020. Ce qui veut dire qu'on a réussi pendant l'année 2020, sous l'autorité des régions, de travailler avec les départements, de travailler avec les intercos, de travailler avec les mairies, pour arriver à mettre en place des dispositifs avec nos partenaires qui soient économiques, dans l'économie et l'économie sociale et solidaire, que ça soit la formation, que ça soit les universités, que ça soit les lycées, que ça soit les parents d'élèves, enfin la totalité là où on a nos interlocuteurs, travailler avec eux sur nos plans d'action. Et en ce qui concerne l'économie, le fait d'avoir fédéré tout ça nous a permis d'unir avec la Caisse des dépôts par exemple, avec les départements et les métropoles, des fonds qui sont allés jusqu'aux commerçants, le bar du quartier, l'esthéticienne, le coiffeur, pour réabonder dans nos communes, dans nos petites communes, avec les intercos, pour être au plus près de nos populations. Et c'est cette synthèse-là qui a été très importante et très difficile à mener. Pour l'avenir vis-à-vis du gouvernement, on a réussi à traiter avec l'arrivée de M. Castex les modalités opérationnelles financières de nos collectivités, en s'inscrivant dans son contrat de relance, contrat d'avenir, contrat de plan État-région, où on a fait un package général et qui démultiplie quand même l'action de l'État et des régions, dans la mesure où, par exemple, le CPER précédent de mon prédécesseur, M. Vauzel, avec M. Valls, quand il a été signé, était à hauteur de 1,8 milliard d'euros. Et nous avons signé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à hauteur de 5,1 milliards d'euros. C'est-à-dire c'est plus de 2 fois et demi. Dans lequel il y a beaucoup sur le redéveloppement climatique, puisqu'on s'inscrit dans ma COP d'avance, par exemple, dans la région, on a fait une COP d'avance où 30% de mon budget va directement vers l'environnement. On se retrouve avec un effet démultiplicateur. Quand l'État met un, nous on met un, ou quand on met un, l'État met un. Et on se retrouve là à traiter aujourd'hui ce contrat de plan de relance régionale avec un arbitrage préfet de région, président de région, et avec une décentralisation auprès du préfet de département, du président de département, avec un élu régional qui traite les dossiers de façon à ce qu'on puisse les enclencher sous 2 ans avec une vision sur 20 ans. Ce n'est pas de l'arrosage, ce n'est pas du clientélisme, c'est la volonté de construire au plus près sur nos territoires un développement qui asseye ses bases, qui assoit ses bases sur l'ensemble du territoire.
Une fois qu'on a mis ça en perspective, s'il y a un message à faire passer au gouvernement, arrêtez de vouloir toujours tout recentraliser, quoi. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'on prend une décision, dès qu'on a la validation du Premier ministre, dès qu'on engage un dossier, il y a un ministère qui s'estime plus compétent qu'un autre et qui bloque systématiquement le dossier parce qu'il veut reprendre la main sur l'organisation structurelle de ce qui a été validé sur le plan politique. Et ça, c'est particulièrement pénible. Ça organise des tuyauteries parallèles avec une incompréhension sur les dossiers, d'où la méthodologie dont je vous ai parlé, préfet de région, président de région, de façon à ce qu'on remette de l'ordre là-dessus et qu'on ne se disperse pas. Il en va de même avec les fonds européens. Sur les fonds européens, un exemple simple, j'étais député européen, on a récupéré dans cette mandature près de un peu plus de 5 milliards d'euros. On va en viser 10 d'ailleurs, puisqu'il y a le plan européen qui va venir aider sur les territoires, mais c'est fléchi dans les régions. Et l'État veut nous le piquer. Oui. Et donc après, on mélange les caisses alors qu'on a la capacité, nous, d'aller directement. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de dire à l'État, arrêtez avec l'administration centrale de remettre des tuyauteries parallèles pour vous rendre indispensable et bloquer systématiquement ou retarder les dossiers. Ça, c'est le message avec un clin d'œil amical dans la mesure où les moyens conséquents de l'État sont à signifier, à remarquer et à souligner. Eh bien, Hugues Vigdor ne sera pas le seul porte-parole peut-être à le porter. En tout cas, le message est passé ici sur cette antenne ce matin. Merci Renaud Muselier. Même question à vous, Marie-Louise Kunz, donc vice-présidente du département de la Moselle, je le rappelle. La contribution vue des départements, de vos collectivités territoriales, à la relance aujourd'hui, comment est-ce vécu? Alors, vous savez, moi j'ai un proverbe africain que j'aime bien mettre en place. Je ne savais pas qu'en Moselle on était un adepte spécialement les... Voilà, c'est ce que j'aimerais bien que le gouvernement comprenne, c'est qu'effectivement on peut faire des choses et tous ensemble on y arrivera. On a ce besoin de travailler tous ensemble. Il ne faut pas oublier que les départements, on finance 12%, plus de 12% dans les recettes des associations, donc c'est très important. Bon, on a nos bénéficiaires du RSA qui vont en augmentation, il ne faut pas rêver. Mais tout ça, et pour pouvoir avancer dans cette économie, quelle que soit l'économie, il faut qu'on soit tous ensemble. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Renaud Muselier. On a tous dans nos compétences des possibilités. Mais il ne faut pas qu'on nous bloque dès qu'on veut faire quelque chose. On dit « Ah ben non, c'est pas vous, c'est nous ». Il faut arriver, que ce soit pas pyramidal, mais que ça redescende et qu'on nous fasse confiance. C'est le besoin, on est la proximité, on est là, on est dans les territoires et chaque territoire a sa spécificité. Donc, c'est ce message que je voudrais faire passer au gouvernement. Et on sait faire, hein, on sait aider, on a créé aussi, on travaille avec les régions sur les fonds de résistance, on travaille avec l'État aussi, on travaille avec tout le monde. Il faut absolument que ce maintien se fasse et que l'on puisse tous se retrouver pour faire avancer notre pays. Parce que là, effectivement, on est sur des mesures sanitaires, mais il va y avoir l'après-Covid. Et l'après-Covid sera très compliqué. Et si on n'arrive pas à être ensemble et soudés, on n'arrivera pas à faire relever notre pays. Voilà mon message au gouvernement. Merci. Alors, avant que je ne passe la parole à Manuela Pinto et à Jérôme Vol, acteurs eux aussi de l'économie sociale et solidaire, bien sûr, qui vont vous interpeller et vous dire un peu comment ils voient les choses, votre propre vision de l'économie sociale et solidaire, de la part qu'elle prend, vous l'avez déjà en partie cité, Renaud Muselier, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais pas uniquement, dans la dimension de l'organisation des régions en France, comment arriver à la booster, vous disiez à la fois essentiel est très fragile. Et vous, Madame Kunz, qui est une spécialiste de ce sujet là encore, la vision que vous en avez. On peut peut-être démarrer cette fois par Marie-Louise Kunz, le rôle de l'ESS, selon vous, sur les politiques territoriales dans le contexte du redémarrage, de l'après-crise. Alors, Madame Kunz. On est très proche de nos citoyens, comme tout le monde, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais je pense que le département est le plus proche de ses citoyens. On gère quand même nos bénéficiaires du RSA qui sont en grande difficulté et on gère des petites entreprises et des petites associations qui ont absolument besoin de pouvoir continuer à vivre. Donc il faut être à leur côté, il faut faire de l'innovation parce que la société a totalement changé. Donc il faut absolument nous laisser la possibilité d'être à leur côté en les écoutant, en voyant ce qu'ils peuvent nous donner dans une relance innovatrice et pouvoir les aider. Et
nous donner un peu plus de marge que nous a fait la loi NOTRe en nous bloquant avec. Nous étions souvent, autrefois, nous avions des aides pour les petites entreprises, pour leur installation, pour leur achat de matériel, pour. On ne peut plus. Actuellement, avec la loi NOTRe, on ne peut plus. C'est peut-être quelque chose à revoir. Effectivement, la région le fait, hein, en ayant la double casquette, je sais très bien que la région le fait. Mais on peut être, nous aussi, à leur côté, parce que la toute petite entreprise, si elle n'est complètement dans le guidon, qui est vraiment dans l'économie sociale, eh ben, elle ne saura pas où aller se diriger. Elle ira peut-être voir son maire, mais elle peut aller voir son conseiller départemental. Moi, ce que je regrette, je suis désolée, vous allez dire que je suis peut-être une pro-Sarko, mais un conseiller territorial devait naître. Et si on avait eu ce conseiller territorial, moi, j'espère que par la suite, il va pouvoir revenir. Parce que c'est ça qui pourra nous faire avancer. On sera à la proximité, à côté du citoyen, dans le territoire et dans la région. Et c'est ça qui pourrait nous faire avancer. Alors, Renaud Muselier, votre vision à vous de la part de l'économie sociale et solidaire dans la politique post-crise, les territoires, l'ESS au sein des territoires, pardon, pour permettre la relance. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma collègue. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas toucher au Big Bang territorial. Il ne faut pas y revenir dans cette histoire. On vient de faire des régions, il y a encore un débat sur la taille des régions. On ne doit pas avoir peur des élus locaux. Hein. Quand on regarde les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les barons locaux, entre guillemets, que l'on présente comme des grands chefs, là, chez nous, nous, les régions de France, on est des nains, hein, par rapport à ces grands territoires. Et je pense que les régions ont un rôle d'organisation territoriale sur un bassin de vie qui correspond à une décentralisation et qu'on a un vrai problème avec le pouvoir central qui va en permanence recentraliser. Et donc, je pense que la taille de décision des régions est une taille de proximité intéressante et que les régions doivent s'appuyer sur les maires pour arriver à avoir une organisation territoriale à peu près convenable. Et donc, je pense que ce rôle-là a bien montré d'ailleurs que dans cette période de crise, c'est beaucoup sur les régions qu'on comptait et après on le déclinait au niveau de chacun des territoires. Je pense que c'est le plus sage. Là-dedans, dans ce schéma-là, l'économie sociale et solidaire, comme le dit son nom, c'est un principe de solidarité et d'unité sociale. Bon. Donc, c'est de la proximité, c'est des emplois non délocalisables, ça a un rôle de solidarité et de proximité avec des entreprises qui sont notamment, et l'enjeu de cette table ronde est assez clair d'ailleurs, entre guillemets, l'utilité sociale, c'est comment nourrir nos populations au plus près du terrain. Et donc, ils sont le fruit de toutes sortes d'initiatives que l'économie traditionnelle n'a pas réussi à mettre en place. C'est la raison pour laquelle ils sont peut-être parfois plus fragiles dans l'économie sociale et solidaire, mais qui sont beaucoup plus parfois innovants et que c'est une piste d'avenir qui est parfaitement intéressante. Alors, bien sûr, là-dessus, les agriculteurs doivent s'appuyer avec eux. Bien sûr, on doit avoir l'aide de l'État. Bien sûr, on doit avoir le monde économique. On doit avoir tout ça qui se fédère avec une démarche qui est globalement assez simple quand même. Dans le monde agricole, il me semble que l'économie sociale et solidaire représente près de 20% des emplois. Hein. Et donc, c'est essentiel quand on voit cette transition énergétique, cette nécessité de produire près de nos territoires avec moins de déplacements, de consommation, etc. Et donc, solidarité et utilité sociale, voilà l'axe, l'enjeu. Et c'est quand même très, très important compte tenu de ce que l'on vient de vivre et l'évolution qui va arriver en post-2020, quoi. Enfin, donc maintenant, en 2021 et la suite. Je crois qu'il va y avoir une révolution dans les modalités de fonctionnement, dans les raisonnements de qualité, dans les modes de consommation, dans les modes de déplacement, qui vont faire en sorte que ceux qui n'ont pas anticipé ça seront dans la vieille économie, même si elle est tout à fait respectable avec les industries qui doivent revenir et les réimplantations qui sont nécessaires. Il est nécessaire d'aussi ouvrir d'autres champs d'activité et l'économie sociale et solidaire est un développement d'avenir. Oui, vous vous inscrivez dans ce que décrivait Jean Viard. Hein. L'enjeu essentiel, c'est d'être capable d'anticiper le redémarrage, la suite. Quel nouveau monde on construit. On ne peut pas, nous disait Laurent Berger, construire le même si ce ne sera pas non plus le monde rêvé d'emblée demain. Et là, vous venez de positionner l'ESS en quelque sorte dans cette dimension, Renaud Muselier. Alors, je vous propose de me tourner maintenant vers les représentants d'organisations patronales multiprofessionnelles, à la fois agricoles
agricole et de l'ESS pour voir un peu précisément leur vision des nouvelles politiques de cohésion sociale et environnementale aussi, et liées à l'agriculture, bien entendu, en lien avec vous, les élus régionaux et départementaux, leur analyse de la situation et de peut-être ce qui peut se faire de mieux, comment mettre un peu plus d'huile dans les rouages entre eux et vous, entre vous et eux. Je me tourne d'abord vers Jérôme Vaule, donc je le rappelle, vice-président de la FNSEA. Vous êtes donc, je le rappelle aussi, votre métier initial, c'est agriculteur. Hein. Alors, votre réaction à ce qui a été dit et la vision que vous avez aujourd'hui de la situation. Jérôme Vaule. Bon, merci d'abord d'avoir invité la FNSEA, partenaire, j'ai envie de dire, de l'UDES, aux côtés du régime multiprofessionnel, et d'où ça nous fait toujours plaisir de venir dans vos congrès, dans vos événements, même si aujourd'hui il est un peu particulier. Donc je salue toute la France et tous vos représentants, et merci de nous avoir invités, et merci à Hugues Vidor qui m'a permis encore aujourd'hui, et je crois que ma grand-mère me disait ça, il faut apprendre un mot tous les jours. Je viens d'apprendre l'écisation. Je trouve ça intéressant et dynamique. En tout cas, merci de nous avoir invités. Par rapport à la situation, moi je reviens sur les propos du conseil régional, du président, mais aussi des conseils départementaux qui ont agi pendant cette période de crise, qui ont agi et j'ai envie de dire dans la complémentarité. Et c'est important de travailler dans la complémentarité. Moi je viens d'une communauté commune aussi, où il y a eu le tremblement de terre le 11 novembre 2019. Donc on voit combien les collectivités territoriales, qu'elles soient les communautés communes, les départements ou le conseil régional, mais aussi l'État, lorsqu'on arrive à fusionner les actions, à faire en sorte que chacun y trouve sa place, chacun co-anime, co-organise, fait en sorte de ne pas vouloir avoir le leadership par rapport à l'autre. On est capable de faire de grandes choses dans notre pays. Tout cela en lien aussi avec un autre échelon qu'on parle peu, mais que Renaud Muselier a parlé, c'est l'échelon européen, qui a joué quand même un rôle dans cette crise sanitaire exemplaire, où les pays entre eux ont organisé, ont travaillé, ont fait aussi un certain nombre de mises en place de protocoles sanitaires entre les pays. Et puis je finirai par les entreprises. Les entreprises avec les salariés, nos organisations patronales et les organisations syndicales, où on a été capable de mettre un certain nombre de protocoles sanitaires. Nous, en agriculture, dès le mois d'avril, on avait un protocole sanitaire qui permettait d'accueillir dans les toutes petites entreprises que nous représentons des salariés et qu'ils soient dans les meilleures conditions, parce que nos métiers n'ont pas eu d'arrêt. Que ce soit dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi dans l'agriculture. On n'a pas eu d'arrêt et ça nous est tombé dessus tout en nous disant qu'il fallait continuer l'activité. On travaille avec du vivant. Donc tout cela, c'était très important. Donc je pense qu'on a pris tous nos responsabilités. Et pour finir un peu sur les propos de Renaud Muselier, mais aussi dans la dynamique, je pense qu'il y aura une après-crise. Et cette après-crise, il faut qu'elle soit construite. Mais elle peut être construite que progressivement. Si on veut, du jour au lendemain, se dire qu'on aura changé tous les modèles, c'est faux. On l'a vu, nous, en tout cas en agriculture, on a développé ce qu'on appelle un manifeste pour une souveraineté alimentaire solidaire. Tout de suite, les Français ont répondu présent. Tout de suite, l'État a répondu présent. Les collectivités territoriales ont répondu présent. Qu'est-ce que c'est que ce manifeste? Peut-être nous en dire un petit mot, parce qu'il faut le présenter d'un mot. Oui, c'est un manifeste qui s'appuie sur 4 grands axes. D'abord, un pacte entre citoyens et agriculteurs. On n'avait plus le droit de se déplacer, donc évidemment on a besoin de se nourrir localement et donc du coup faire en sorte de privilégier plutôt l'économie locale et faire en sorte de développer cette économie locale. Ça veut dire qu'au lieu d'aller acheter de la fraise espagnole ou de la fraise d'autres régions du monde, se dire qu'on a des producteurs de fraises en France et qu'on peut aussi peut-être se fournir avec cette production de fraises, que ce soit locale ou en tout cas de notre pays. Avec une réorientation, deuxième sujet, des politiques publiques. Faire en sorte de cibler les politiques publiques, ne pas, ce que je disais tout à l'heure, essayer de faire en sorte que chacun puisse y contribuer. Nous, dans notre département, en complément de la région et en complément de l'action du ministère de l'économie, mais aussi de l'écologie, on a mis en place un contrat territorial environnemental. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne parlait pas que d'environnement, ce qu'on parle aussi, c'est du choix de vie des citoyens sur notre territoire. Et dans ce choix de vie, eh bien, si on peut essayer de faire en sorte de contribuer au développement économique que peut être l'agriculture, les agriculteurs, mais aussi l'industrie agroalimentaire locale, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et puis, faire en sorte que la souveraineté alimentaire soit un enjeu, j'ai envie de dire, stratégique pour notre pays. Aujourd'hui, on a l'impression que de toute façon, on ne manquera jamais.
il y aura toujours des lentilles, Oui, il y aura toujours des pâtes, il y aura toujours, oui. etc., etc. Après, dans le choix de l'achat que l'on peut faire, évidemment qu'on peut délocaliser l'agriculture. L'agriculteur, lui, restera sur un territoire, mais l'agriculture se délocalise. On a eu plus de 40% de baisse de production de fraises et de fruits et légumes en France depuis 10 ans. Et pourtant, on a toujours autant, pratiquement, de nombre d'agriculteurs qui font du maraîchage et qui sont producteurs de fruits. Mais ils ont un autre schéma de commercial. Donc il faut qu'on soit très prudent dans la manière... La concurrence est une réalité. La concurrence est une réalité. Par contre, il faut coopérer et faire en sorte qu'on ait un vrai pacte citoyen. Et puis le quatrième, plus d'Europe. Je crois qu'on a besoin de collectivités territoriales qui soient au plus proches des acteurs, des citoyens. Et puis, on a besoin d'un niveau européen très fort. Voilà. Alors, on reviendra peut-être sur ces éléments et comment Renaud Muselier, les régions, les départements s'impliquent dans le cas échéant dans ce manifeste pour une souveraineté alimentaire et solidaire. Manuela Pinto, Hugues Widor nous a déjà un peu présenté l'analyse de l'UDES sur la situation aujourd'hui. Tout de même, avec la dimension spécifique des territoires, l'état des lieux que vous faites, il y a une réalité qu'a déjà souligné Hugues Widor, c'est celle d'une disparité entre les régions. Il n'y a pas d'homogénéité en France là-dessus. Il y a une disparité, bonjour à toutes et à tous, il y a une disparité et à la fois on peut noter, comme l'a dit notre président Hugues Widor, vraiment une adaptation des entreprises de l'ESS au moment de la crise. On a vu que des entreprises étaient extrêmement répondues présentes à ce moment-là. On a cité beaucoup le personnel soignant. On peut citer également le personnel des crèches qui ont accueilli les enfants, notamment de ces personnels soignants. Hugues a beaucoup insisté également sur le personnel de l'aide et des soins à domicile, plus globalement du secteur social et médico-social, qui ont vraiment été en première ligne et qui ont répondu présent au moment de cette crise. Moi, je voulais juste citer 2 exemples, parce qu'il me tenait à cœur de citer 2 exemples d'entreprises de l'ESS. Une entreprise qui se trouve en Loire-Atlantique, qui s'appelle la Saprena, qui est une entreprise adaptée, dont 80% des 400 salariés sont des travailleurs en situation de handicap et qui ont très rapidement bouleversé leur mode de production pour produire du gel hydroalcoolique et qui ont produit 90 000 flacons de gel hydroalcoolique en une semaine. Donc voilà, c'est un exemple vraiment très concret. Et sur l'aide à domicile, une association qui se trouve dans l'Aisne, l'Eden, qui en pleine crise a mis en place différentes initiatives, des messages de proximité auprès des personnes accompagnées, des portages de courses avec le CCAS de Saint-Quentin. Voilà, c'est juste des exemples concrets que je voulais citer pour dire qu'on était vraiment en première ligne. Et je finis ce petit panorama pour rappeler que dans l'ESS, on a beaucoup de femmes salariées. Ce sont des métiers extrêmement féminisés et que ce sont ces femmes qui ont été en première ligne au moment de la crise et que c'était important de le soulever. On est sur notre débat sur les territoires parce que ces mobilisations que vous venez de décrire sont souvent le cas d'associations ou d'entreprises de l'ESS qui répondaient là à des besoins exprimés par les collectivités qui venaient demander du gel hydroalcoolique par exemple ou des soutiens à domicile plus intenses. Tout à fait, avec de fortes difficultés, comme le disait Hugues Widor tout à l'heure, dans un premier temps d'équipement, parce qu'on a eu une problématique qui est connue, c'est les équipements de protection individuelle, donc avec des problématiques d'intervention et d'accompagnement de personnes sans avoir forcément l'équipement nécessaire pour les salariés. Et ça a été pour les employeurs de l'ESS extrêmement difficile à gérer dans ce premier temps de crise, puisqu'on a, nous, une vocation en tant qu'employeur de l'ESS, d'abord d'accompagner les personnes les plus fragiles, mais là, on a aussi une casquette employeur qui nous oblige à protéger nos salariés. Donc ça a été un moment extrêmement difficile à vivre pour les employeurs de l'ESS dans les premiers temps de la crise. Bon, mais alors, la situation, c'est aussi, je disais, Hugues Widor le soulignait, une forme de disparité dans la capacité aussi à faire ruisseler, à arriver jusqu'au bout, les mesures, le Ségur, et puis les mesures, quand il y en a, qui sont favorables à ces salariés du CARE, dont vous êtes un des acteurs déterminants. Dites-nous, là, c'est l'occasion de parler au président de Région de France, à la représentante des problématiques ESS au sein de l'Association des départements de France. Donc, allez-y, c'est le moment de les interpeller. Donc, Manuela Pinto et Jérôme Vol. Manuela Pinto. Alors sur ce sujet, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui a été mis en exergue au moment de la crise, mais on peut parler du financement des politiques sociales. Hugues en a parlé également tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des secteurs, notamment le secteur social et médico-social et l'aide et les soins à domicile, pour ne pas les citer, qui sont des secteurs en souffrance depuis plusieurs années, où les salariés sont extrêmement mal payés et qui sont sur, en plus, un manque d'attractivité forcément des métiers, qu'il faut qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les professionnels à mettre en face des besoins du public. Avec un vieillissement de la population, je ne m'étendrai pas là-dessus. Donc c'est des
des sujets extrêmement importants et c'est pour ça que l'UDES appelle à un nouvel acte de décentralisation pour qu'on puisse accompagner, pour que les collectivités territoriales puissent accompagner le développement de l'ESS en garantissant le financement des politiques sociales par la puissance publique sur l'ensemble des territoires et avec une égalité de traitement. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, une personne en situation de handicap ne soit pas prise en charge dans les mêmes conditions selon le département dont elle dépend, puisqu'il va y avoir une politique départementale qui va différer donc d'un département à l'autre. Donc c'est quelque chose sur lequel l'UDES et plus particulièrement les branches qui sont sur ces secteurs-là sont extrêmement mobilisées depuis des années. Et pour l'instant, force est de constater qu'on n'a pas beaucoup de réponses. Donc nous, ce qu'on demande aux régions et aux départements, et là on va avoir les élections départementales et régionales qui devraient arriver avant l'été, enfin on n'a pas de date, mais qui devraient arriver prochainement, fin juin, c'est oui. de dire, l'ESS, on a été en première ligne comme d'autres secteurs, mais malgré tout, beaucoup en première ligne pendant ce temps de crise. On a les moyens, on a la capacité d'innover, on a la capacité d'accompagner nos concitoyens dans l'avenir, notamment en recréant du lien social, en réduisant les inégalités. Mais pour ça, il faut nous aider, il faut nous accompagner, il faut faire de l'ESS un acteur à part entière et un partenaire à part entière des politiques publiques et des acteurs régionaux et départementaux. Alors, Renaud Muselier, Marie-Louise Kuntz, beaucoup de choses. On a à la fois le manifeste d'une souveraineté alimentaire et solidaire évoqué par la FNSEA, promu par la FNSEA, et puis on a cette requête, je dirais très large, de l'UDES quant à la nécessité de soutenir par le biais de vos collectivités l'économie sociale et solidaire. Alors sur ces deux points, que répondez-vous? Peut-être Renaud Muselier. Alors, sur ces deux points, très rapidement, pour M. Woll, moi, je suis pratiquement... D'abord, je le remerciais de rappeler le rôle de l'Europe. Moi, je suis fondamentalement un pro-européen. L'Europe a un avantage et un inconvénient. Un inconvénient, c'est que c'est toujours très long, plus lent. Un énorme avantage, c'est que c'est puissant et massif. Et donc... Bon, il faut peser le pour et le contre, mais enfin, au niveau de l'agriculture en France, on a plutôt une bonne situation grâce à la PAC là-dessus. Maintenant, par rapport à l'État français dans le système européen, moi je suis toujours en difficulté avec le ministère de l'Agriculture sur tout le volet du FEADER, c'est les fonds européens. Est-ce que c'est recentralisé? Est-ce que c'est délocalisé? En tout cas, je mets de l'espoir dans la présidence de l'Union européenne en 2022. J'ai demandé en tant que président des régions de France à ce que nous participions à la mise en place d'une instance qui nous permettra à ce moment-là, quand ça sera sous l'autorité française, de peser le plus possible. Je vous donne quelques exemples très concrets. Dans le cas du FEADER, par exemple, le surfacique, est-ce que c'est dans le pilier 1 ou le pilier 2? Nous sommes favorables en tout cas à le gérer. Pour faire quoi? Pour faciliter la tâche de l'installation des nouveaux et jeunes agriculteurs, de façon à ce qu'on puisse retrouver une démarche d'aménagement de nos territoires en fonction des directives européennes appliquées au plus près de nos territoires, avec par exemple dans ma région, par exemple je suis la première région bio de France. Ben, je ne le fais pas grâce à l'État, je le fais parce que c'est le choix que nous avons fixé chez nous. Nous avons 25% de notre superficie qui sont en terres agricoles dans la région et ça représente 40 000 emplois directs. Et on a 500 agriculteurs qui s'installent chaque année dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je me suis fait ressortir les chiffres. C'est-à-dire que je m'inscris pleinement dans la démarche de M. Woll, que je salue. Et je crois que donc, dans ce manifeste, nous, on y est et on y va. Ce qui concerne la proposition de Mme Pinto, Madame Pinto, je vous remercie de votre proposition. Je pense qu'il faut que vous alliez demander à M. Denis Philippe pour voir si, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, l'économie sociale et solidaire est bien placée, elle est au centre de toutes mes préoccupations, elle est systématiquement positionnée partout, et je sais qu'une partie de mes collègues présidents de région ont à peu près la même logique, puisqu'on est à peu près sur le même mécanisme. Vous avez parlé des élections, dans les élections il y a toujours des promesses, il y a toujours des démarches, et là-dedans, vous verrez sur les listes comment ça se passe, qui viendra avec nous ou non, vous verrez dans les programmes si c'est intégré ou non, et donc forcément, nous sommes hors extrême, la totalité du spectre politique dans la région de France, et on est tous retournés dans la région de France, et la totalité des régions outre-mer ou métropolitaines, et je compte la Corse aussi, tous à l'intérieur du collectif, et pourtant nous sommes de sensibilités fondamentalement tous très différents,
mais au niveau du Conseil économique et social et solidaire ou de l'économie sociale et solidaire en plus court, je dirais que moi, je ne sais pas si je me représenterai à ma succession. Ce que je sais, c'est que, parce que là, il y a la crise, il y a beaucoup de choses, d'y penser aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens. Quand la totalité de mes stations de ski sont fermées et que j'ai un désastre économique et social dans le deuxième massif skiable alpin, skiable français, avec, j'ai perdu, grosso modo, plus de 3 milliards d'euros déjà depuis le début de la saison. Et donc, le désespoir de mes concitoyens passe bien avant de savoir si je serai candidat ou non. Mais pour autant, il est clair que si je suis candidat, et je le dis bien d'ailleurs à mes amis politiques comme aux autres, c'est pas tellement l'étiquette qui va compter, c'est ceux qui m'auront aidé dans cette crise. Là, il n'y a plus de parti politique, tout ça n'existe plus. Il n'y a que des gens à la manœuvre dans une tempête qui tiennent un bateau et qui essayent de faire en sorte d'apporter les meilleures solutions à tout le désastre économique et social que l'on rencontre à cause de cette crise sanitaire. Et donc, moi, je constate que j'ai des adversaires politiques qui me soutiennent dans mes actions et des amis politiques qui ne me soutiennent pas dans cette action. Et donc, je pense qu'on voit là ceux qui ont un sens de la responsabilité, un sens du devoir et un sens de l'honneur par rapport à ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Et en tout cas, dans ma région, c'est sûr que l'économie sociale et solidaire, ils sont à la manœuvre pour aider les leurs, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait un apaisement avec une perspective dans une région absolument magnifique. Voilà. Et donc, c'est l'intérêt général qui compte, quoi qu'il arrive. Et c'est un médecin et un marin qui dit ça. Marie-Louise Kunz, l'interpellation avec le manifeste sur le terrain agricole et puis celle de Manuela Pinto sur le rôle de l'économie sociale et solidaire et sa reconnaissance notamment par les départements. Alors déjà, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Renaud Muselier vient de dire, que ce soit sur l'Europe, sur les élections. Franchement, ce n'est pas la priorité pour l'instant. La priorité, c'est de sortir de cette crise et de faire après avancer nos citoyens. Effectivement, nous, sur l'agriculture, beaucoup de départements se sont mis aux côtés des agriculteurs. Je vais citer l'exemple de la Moselle où on a pu mettre des bénéficiaires du RSA et où on a pris totalement en charge, notre département, cette mise à disposition de bénéficiaires du RSA pour aider les agriculteurs. Et nous avons fait des bons d'achat solidaires, justement pour la proximité, où on n'a pas fait des bons d'achat pour aller dans les grands supermarchés, mais justement chez nos petites épiceries solidaires, nos agriculteurs, tous ceux qui nous avaient rejoints. On a aussi une marque qui s'appelle la marque Moselle, mais beaucoup de départements l'ont aussi. Et ça a bénéficié en Moselle à 40 000 bénéficiaires du RSA. Donc on est auprès de l'agriculture pour les faire avancer et pour que nos bénéficiaires avancent aussi. Et je pense que là, dans la vie des gens, ça a changé. On se dit, toujours aller au supermarché alors que j'ai un magasin juste à proximité, j'ai un agriculteur à côté de chez moi et je peux acheter, je fais vivre tout le monde et je peux même trouver un emploi. Donc voilà, nous, ce qu'on a fait au niveau de l'agriculture. Et effectivement, par contre, sur ce que vous pouvez dire sur la formation, effectivement, il y aura, on va rêver, des EHPAD, on en ouvrira de moins en moins. Les personnes, d'ailleurs, c'est beaucoup mieux de bien vieillir à domicile que de vieillir dans un EHPAD. Donc, effectivement, il y a une formation. Et là, nous, la région Grand Est, avec le département de la Moselle, nous avons travaillé ensemble. Et là, moi, je remercie Jean Rotner parce qu'il a pu faire débloquer des financements et des postes supplémentaires pour la formation des aides-soignantes et des infirmières et faire aussi que des aides à la personne puissent passer à un diplôme reconnu. Voilà comment on avance. Et ça, c'est de l'économie sociale et solidaire et de proximité, cette façon de travailler. Donc, effectivement, on aura de plus en plus besoin d'aide à domicile. Et c'est un métier qui n'était pas reconnu et qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et j'espère qu'on avancera encore mieux avec ce sujet-là, aux côtés de l'État, puisque l'État a dit qu'elle viendrait à nos côtés pour nous aider pour les formations, soit question région et aux côtés des départements. Donc, j'espère que ce message va passer.
Merci à tous les deux. Alors on va aller encore un petit peu plus loin et je vais proposer à Manuela Pinto de revenir sur les propositions de l'UDES. Vous avez 6 thèmes de revendication en ce moment, mais il y en a 4 en particulier, Manuela Pinto, qui intéressent les collectivités et sur lesquelles vous voulez insister et interpeller vos invités aujourd'hui. Et d'abord celui de la gouvernance. Oui, tout à fait. Merci de me donner la parole là-dessus. Alors effectivement, dans le cadre de l'UDES, nous avons, à l'instar de ce qui avait été fait pour les élections municipales, nous sommes en train de construire un plaidoyer en direction des candidats pour pouvoir justement porter nos propositions aux futures personnes en charge sur les régions et sur les départements. Donc plaidoyer qui est co-construit avec les syndicats membres, mais également avec nos représentants sur les territoires. Et j'en profite pour saluer les 540 mandataires de l'UDES, dont 310 conseillers prud'homaux, donc avec des forces vives très présentes sur les territoires et une représentation très forte de l'UDES. Donc, vous essayez aujourd'hui de mettre en place une interpellation des futurs candidats au cantonal et au régional. Tout à fait, exactement. On est en ordre de marche, pour employer un terme un peu usité. Et en fait, sur la gouvernance, effectivement, il y a plusieurs revendications, notamment de mettre en place une délégation économie sociale et solidaire spécifique rattachée au poste de vice-président en charge du développement économique, encore une fois, pour être vraiment co-acteur avec les collectivités territoriales sur les problématiques et l'accompagnement des habitants et des publics par les structures de l'ESS. L'idée également de créer une task force, décidément, ESS dédiée au niveau du conseil régional ou de la développer lorsqu'elle existe. Et puis également d'accompagner encore plus les acteurs de l'ESS dans les territoires d'outre-mer avec une politique ESS spécifique sur ces territoires. On est en train, nous, au niveau de l'UDES, de se structurer sur les territoires d'outre-mer pour pouvoir assurer une représentation des employeurs de l'ESS. Et on sent une attente très forte des pouvoirs publics sur ces régions qui se sentent parfois un peu oubliées des politiques nationales et des politiques territoriales. Donc ça, c'est sur le premier aspect de la gouvernance. Et puis après, nous avons des propositions en matière d'emploi et de formation qui visent à revaloriser l'emploi. J'ai parlé des salaires et j'insiste là-dessus parce que j'ai bien entendu les réponses qui nous ont été faites par les représentants des régions et des départements, mais très concrètement, il y a aujourd'hui, notamment, je vais citer une branche que je connais bien, la branche de l'aide à domicile, un avenant salarial qui a été signé par les partenaires sociaux qui visait à sortir de l'immersion sous le SMIC la moitié des salariés et qui aujourd'hui n'a pas été agréé par les pouvoirs publics. Donc très concrètement, là, c'est une mesure qui pourrait être prise de façon à valoriser ces salaires et rendre plus attractifs ces métiers. Sur les emplois, Hugues Widor l'a abordé tout à l'heure, l'objectif, notre proposition, c'est de mettre en place un plan de relance de 25 000 emplois boost dans les territoires, en complément des PEC et en ciblant plus particulièrement les jeunes plus qualifiés sur des projets d'utilité sociale et de transition numérique et environnementale, et également de poursuivre le soutien à la création d'événements dédiés à l'emploi dans l'ESS, afin de nous donner plus de visibilité, de nous accompagner dans ces actions de promotion. On a également, sur la partie emploi, la proposition de créer un fonds de soutien destiné aux projets emploi associatifs d'utilité sociale, en réaffectant une partie des économies qui ont été faites liées à la base des contrats à aider, qu'on a malgré tout subi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, pour créer un fonds pour le financement de projets économiques territoriaux et associatifs de moyen et long terme. Alors, si je résumais, Renaud Muselier, alors c'est pas Noël, mais c'est l'époque avec les élections qui, si même, très habilement, vous nous avez dit, Marie-Louise Kunz et Renaud Muselier, c'est pas le sujet des élections en ce moment, il faut qu'on sorte de cette crise. En même temps, les échéances arrivent et il s'agit de choisir des options. Et donc, vous comprenez que l'UDES, la FNSEA, mais vous interpelle au fond pour savoir quel type de politique vous réfléchissez déjà à mettre en œuvre pour demain. Il ne s'agit pas là, bien sûr, de venir mettre une pression quelconque. Mais là, je vois bien, il y a 3 types d'éléments. Il y a un débat sur la gouvernance. Est-ce que vous voulez donner plus d'importance encore, de visibilité à la notion ESS au sein même de votre gouvernance, vice-président, task force, Il y a la question des salaires. Vous êtes des financeurs, région ou département, surtout département, de ceux qui aujourd'hui contribuent au CARE. Et il y a des blocages parfois dans le financement de nouvelles opportunités ou de nouvelles augmentations, tout simplement. Et puis, il y a les développements de politiques territoriales liées à la solidarité, liées à l'économie circulaire, liées à la transition écologique, liées à l'agriculture aujourd'hui qui elle-même prend ce virage. Voilà, sur ces 3 grands points, sans exhaustivité et sans aucune contrainte, mais si vous voulez répondre sur un des points possibles, vous êtes interpellé. Renaud Muselier.
les points quand on m'interpelle. Hein. Je vois que Mme Pinto est dans une démarche très politique où elle parle beaucoup des élections qui arrivent, ce qui est tout à fait normal. D'autant plus qu'elle a oublié de rappeler que l'économie sociale et solidaire représente dans ce pays près de 200 000 entreprises, 2,5 millions de salariés, 12 millions de bénévoles et 10% du produit intérieur brut. Donc je ne crois pas globalement qu'il y ait un seul élu qui est susceptible de travailler de façon sérieuse, qui mette de côté une telle puissance de feu, de frappe. Et justement, elle vous dit marquez-le en ayant un vice-président spécialisé. Et je dis justement, elle vous interpelle pour dire au fond, dans toutes les régions, pourquoi ne pas généraliser l'idée d'un vice-président spécialisé? Alors je vais y venir, parce que je vais répondre à toutes ces questions point par point, mais je voulais saluer quand même ce que ça représente aussi avec tous ces bénévoles, c'est tout le volet associatif, coopératif, mutualiste, et qui est quand même considérable. Alors là-dedans, vous avez déjà dans les régions de France, chaque région s'est entendue sur ce qu'elle a fait à sa manière pendant cette mandature. Pour ma part, par exemple, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a l'économie sociale et solidaire qui est rattachée à un vice-président, mais qui n'est pas le président économique. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'il faut les faire évoluer, mais c'est des orientations politiques qui sont importantes. Et dans les orientations politiques qui ont été prises, nous avons tous bâti des schémas régionaux d'équilibre, de ce qu'on appelle les SRE2I, qui sont le développement économique. Et donc vous avez là-dedans l'essentiel des régions, pas toutes, qui ont intégré l'économie sociale et solidaire dans leur schéma économique. Et nous avons bâti aussi des schémas régionaux d'aménagement du territoire. Et certaines régions ont intégré l'économie sociale et solidaire. C'est le cas pour ma part. Ensuite, après, chacun verra dans son programme où il veut glisser. Ça, c'est le volet de l'organisation de la gouvernance. Il y a une interpellation sur les moyens financiers. Les moyens financiers, ce n'est pas nous. C'est plutôt les départements ou l'État, mais ce n'est pas nous. Sur le volet de la formation, ça, c'est dans notre domaine de compétences. C'est vraiment dans notre domaine de compétences. Donc, tout ce qui est en matière de formation, tout ce qui est reconversion professionnelle, tout ce qui est accompagner les montées en compétences et les compétences professionnelles, ça, c'est dans notre domaine de compétences. Nous avons une capacité de mettre en avant ces différents dispositifs. Donc, que Mme Pinto soit rassurée, en tout cas pour ma part, mais en tant que président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, bien sûr, mais aussi en tant que président des régions de France, on apportera des réponses dans le cadre de la campagne, si nous la menons, à ces questions de façon très précise, et nous lirons son manifeste avec beaucoup d'intérêt. Mais je voudrais aussi que là-dedans, région par région peut-être, puisqu'on parle régional, vous puissiez constater dans votre manifeste qu'il y a quand même des bons élèves qui ont déjà fait le boulot, quand même, hein, et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on critique systématiquement les élus en amont alors que le travail a été fait. Et qu'au moins on fasse la part des choses sur un chemin à mener, et que dans ce chemin à mener, une partie du schéma a été fait, il reste à faire, et qu'on puisse apporter les réponses très précises aux différentes questions, en constatant bien que quand même ça a été pris en considération depuis un moment. C'est vous, le politique, qui souvent nous avez dit on ne se fait pas réélire ou élire sur un bilan, et pourtant le bilan est essentiel, et vous venez d'insister sur ce point, dont acte, c'est bien entendu. Merci Renaud Muselier. Marie-Louise Kunz, sur ces interpellations. Monsieur Guerrier, oui, je vous en prie. Pour revenir sur ça, on ne se fait pas réélire sur un bilan, c'est vrai. Enfin, quand même, le sortant dans une crise, vous avez dit que j'étais médecin et que je suis famille de marin. Le bon diagnostic, il est posé par le bon médecin. Hein. Si vous avez passé un bon diagnostic, vous ne pouvez pas faire un bon traitement. Et dans la tempête, il vaut mieux être bon marin quand il va venir dans la cale. Hein. Il est à la barre. Donc, il y a la tempête. Donc, je pense que c'est intéressant à rappeler par rapport à ce que vous voulez dire, en vous remerciant de ce que vous avez souligné, de la façon dont vous avez mené ce débat. Merci, M. Guerrier. C'était une façon un peu lourde de dire qu'on s'intéressait surtout à l'avenir, mais on a bien noté, je voulais insister là-dessus, votre façon d'insister sur le bon bilan, ou les bons bilans quand il y en a, dont acte. Merci encore. Alors, Marie-Louise Kunz, votre réponse, vous, peut-être sur ces 3 points, ou ceux que vous choisirez d'évoquer. Je vais répondre à plusieurs. Déjà, l'économie. Alors là, je fais un appel, parce que la loi NOTRe nous a supprimé l'économie, hein, la transférer aux régions ne nous laisse vraiment qu'une petite marge de manœuvre. Donc effectivement, dans les départements, vous n'avez plus de VP spécialisés dans l'économie.
c'est plus possible. Beaucoup de départements ont créé des agences d'attractivité de façon à pouvoir faire un peu d'économie, mais nous n'avons plus de vice-président en charge de l'économie. Ce n'est plus possible. La loi NOTRe nous l'a enlevé. Concernant l'aide à la personne, alors effectivement, les salaires, je suis tout à fait d'accord avec vous, sont en dessous de ce qu'ils devraient être. Et c'est encore même beaucoup plus compliqué. Moi, je prends l'exemple de la Moselle. Nous sommes frontaliers avec le Luxembourg, la Belgique, où l'aide à la personne est beaucoup mieux rémunérée. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, on a un partenariat avec les régions. Et là, je vais prendre ma casquette en charge de la formation de la région. On est en train de travailler justement avec le Luxembourg sur les formations, parce que la France, nous, région, nous formons l'aide à la personne, et en fin de compte, toutes ces personnes-là fuient vers le Luxembourg, fuient vers la Belgique, et quand on descend un peu plus bas, quand on est en Alsace, fuient vers la Suisse. C'est là que l'Europe a tout son rôle à jouer. Comme vous le disiez, l'Europe doit faire partie de l'économie sociale et solidaire et doit être à nos côtés dans ces aides, et dans cette façon de travailler. Moi, dans une autre vie, j'étais chef d'entreprise. Donc, je sais très bien ce qu'est la difficulté actuellement d'un chef d'entreprise et dans l'économie sociale et solidaire et dans l'agriculture. Tout ça, c'est devenu très compliqué. On a tous le nez dans le guidon. Donc, j'espère, je ne parlerai pas d'élection, je ne parlerai pas de bilan comme Renaud Muselier l'a dit. Pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on sorte de cette crise. Effectivement, ce n'est pas sur un bilan qu'on se fait élire, mais sur les perspectives qu'on va pouvoir avoir, qu'on va pouvoir donner aux citoyens. Je ne reviendrai pas, il y a plein de choses qui actuellement perturbent le citoyen. C'est bien entendu le vaccin, la vaccination. Je ne remettrai pas une couche là-dessus, mais je suis aux côtés de notre président de région, Jean Rotner, et même notre président de département et les départements de France, et bien entendu de notre président de département, M. Dominique Bussereau, où il y a des choses à faire. Et tout ça, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, seul on va vite, ensemble on va loin. Tout territoire et toute collectivité territoriale a quelque chose à faire et peut faire. Il ne faut pas oublier que nous, on pourrait mettre plus dans nos budgets, mais quand on voit l'importance des bénéficiaires du RSA sur notre budget, qui n'est pas compensé par l'État, comme ça aurait dû être l'être. Donc forcément, si on prend d'un côté, on n'en donne pas assez de l'autre. On dirait, voilà, il y a la protection de l'enfance, parce qu'actuellement, dans cette situation et dans cette crise sanitaire, il ne faut pas non plus oublier les enfants. Et je vous promets qu'effectivement, on a des étudiants en difficulté, il y a des suicides tous les ans, mais on a aussi, depuis quelque temps, énormément de placements d'enfants. Malheureusement, on s'était stabilisé, et suite à cette crise, la difficulté des parents, c'est très compliqué. Et les placements augmentent. Donc, il faut savoir aussi faire de l'innovation. C'est ce que nous faisons en Moselle, c'est ce que nous essayons de faire. Et là, je remercie Adrien Taquet de reconnaître ce que nous faisons en Moselle sur la protection de l'enfance, mais c'est aussi de l'économie sociale et solidaire, parce que ces jeunes, c'est notre demain, c'est notre avenir. Merci. Voilà. Remarque d'un des participants, un de ceux qui assistent à ce Web Event, les départements financent la politique grand âge ou handicap, normalement compensée par la CNSA. Problème, la compensation se réduit progressivement. C'est un des aspects. Il nous reste une dizaine de minutes dans cette table ronde avant de passer à la troisième avec notamment Olivia Grégoire, la secrétaire d'État. Sur la dimension spécifique des synergies entre agriculture et économie sociale et solidaire dans les territoires, peut-être un mot à tous les deux, Jérôme Vol. Oui, tout simplement dire que lors des crises, comme on est en train de vivre, on a vécu en 2008-2009 une crise économique. Celle-ci est bien plus profonde, évidemment, parce que ce n'est pas une crise économique au départ, c'est une crise sanitaire qui, derrière, a des impacts psychologiques, sociaux, économiques, mais qui aura des impacts sur toute la population et toutes les populations, que ce soit l'entreprise, que ce soit les salariés des entreprises, mais aussi les personnes plus âgées, les personnes moins âgées, les jeunes. J'ai une fille étudiante. On voit bien les difficultés et la complexité de cette crise. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, OK, on est en crise. On s'est rappelé qu'il y avait des territoires qui étaient aujourd'hui avec des emplois structurés,
en capacité encore d'accueillir de nouveaux emplois. Et on l'a vu, un jeune, une solution, c'est nos secteurs qui ont embauché, c'est nos secteurs qui ont pris de l'apprentissage, c'est des secteurs comme l'agriculture, comme l'économie sociale et solidaire. Il ne faut pas qu'on se souvienne des territoires que dans les périodes de crise. Il faut se dire que la France doit vivre avec ces territoires, que ces territoires ne sont pas l'endroit où on va juste en vacances, que les territoires sont bien un endroit de vie économique et sociale. Et donc, si demain, tout politique qu'il soit en région, en département, au niveau national, au gouvernement ou député européen, il faut qu'il prenne cette dimension. Ça veut dire que les territoires sont une vraie source de l'économie, sont des solutions pour bon nombre de personnes qui recherchent des emplois. On est un vrai territoire d'insertion, je le dis, par l'emploi. Nous, on a des groupements d'employeurs d'insertion et de qualification en agriculture. On a un certain nombre de dispositifs que l'on met en place, AgriMove, auprès des demandeurs d'emploi, des représentants, des personnes qui ont le RSA. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'une économie doit durer avec des gens qui n'ont pas d'emploi à côté de nous, ce n'est pas possible. Donc travaillons tout cela, on est en capacité de le faire, en tout cas pour l'agriculture et l'économie sociale et solidaire. On avait sorti le 30 septembre 2019 d'ailleurs, ensemble, une mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi et les transitions. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se rappeler qu'il ne faut pas venir voir nos territoires, nos secteurs d'activité, que quand on est en crise, mais bien se dire que structurellement, il faut mettre des choses en place pour que nos secteurs soient demain pourvus en emploi et en capacité de pouvoir répondre aux grandes exigences de notre pays, de nos sociétés. Jérôme Vol de la FNSEA, Manuela Pinto. Je peux reprendre les propos que vous venez de tenir au titre de la FNSEA. Effectivement, ce qu'on a en commun, c'est l'ancrage territorial. C'est effectivement de pouvoir développer économiquement les territoires, d'être pourvoyeur d'emplois. On a souvent des entreprises de l'ESS qui sont les premiers employeurs sur des zones, sur des bassins d'emploi. Donc c'est extrêmement important. On partage aussi des statuts. On a beaucoup de coopératives agricoles et donc c'est aussi un point commun entre l'ESS et le monde agricole. On a aussi cette logique de circuit court, c'est-à-dire mettre au plus proche les besoins de la population et le salarié ou l'entreprise qui va pourvoir ce besoin. Et puis on a également, vous en avez parlé, le point commun de l'insertion, la volonté vraiment d'insérer, de réinsérer. On reparle du renouveau des jardins ouvriers, c'est un beau projet, c'est-à-dire d'être vraiment en capacité de remettre en marche, et d'ailleurs Madame la Ministre en parlait tout à l'heure, de ne laisser personne sur le bord de la route et de remettre en marche des personnes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi et qui ont besoin d'être accompagnées et d'avoir une visibilité sur leur avenir professionnel. Et puis je dirais également, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a parlé du télétravail, on a également à l'UDES une proposition qui est de mettre en place un plan de formation régional à la numérisation, parce qu'on voit qu'on a aujourd'hui des salariés qui sont un peu oubliés, c'est-à-dire que c'est bien de parler du télétravail, mais quand on n'a pas de connexion Internet, quand on n'est pas formé aux outils informatiques, c'est un vrai souci et ça crée une fracture extrêmement importante qui contribue également à la précarité aujourd'hui. Et puis peut-être un point spécifique sur la question du bénévolat, puisque tout à l'heure M. Muselier en a parlé, c'est qu'effectivement l'engagement bénévole, c'est le fondement de notre engagement, donc voilà, mais on a aujourd'hui constaté une forte baisse de l'engagement bénévole. Je veux citer un chiffre en Grand Est qui a été relevé par la Croix-Rouge et je crois les Restos du Cœur, 25% de bénévoles en moins. Ça c'est un souci parce que les besoins ils sont là aujourd'hui, 1 sur 4. Ils seront encore plus là demain, donc il faut que les régions, les partenaires publics puissent nous accompagner via l'ingénierie de projet à pouvoir mobiliser à nouveau des forces vives pour accompagner et aider nos concitoyens. Manuela Pinto, au nom de l'UDES qui organise donc ce web event, je voudrais remercier Jérôme Vol, bien sûr, qui est avec nous, mais surtout, et en complément, bien entendu, puisqu'ils sont un peu plus loin, en duplex avec nous, remercier ces deux grands élus qui sont Marie-Louise Kunz, vice-présidente du département de la Moselle. Merci, madame, de vous être associée à cette réflexion, à ce débat, et y compris en acceptant, comme vous l'avez fait tous les deux, les questions nettes, franches et directes de vos interlocuteurs, et notamment ceux de l'UDES. Merci Renaud Muselier aussi de votre présence ici avec nous en direct ce matin depuis Région de France et à une prochaine sans doute dans un autre événement organisé par l'UDES sur ces questions d'enjeux nationaux, on l'espère, post-crise en tout cas. Merci à tous les trois pour votre présence parmi nous ce matin et puis à nouveau on va retourner vers les partenaires de l'UDES avec une seconde. Oui, Renaud Muselier, je vous en prie. Juste, vous savez, je ne peux pas m'empêcher de parler. Ça, non, mais je vous en prie. Donc, je voulais saluer votre plateau, bien sûr, ma collègue,
et les deux intervenants qui montrent un grand sens de responsabilité. Et je suis assez content d'ailleurs qu'on n'oppose pas l'agriculture avec l'économie sociale et solidaire. Et je veux saluer tout ce qui a été fait pendant cette crise parce que chacun a apporté une bonne contribution. Et l'économie sociale et solidaire a été admirable pendant la crise, hein, avec les circuits courts, la confection des masques, enfin tout ce qui a été fait. Et donc ils ont, même s'ils ont 150 ans d'histoire, ils ont été très novateurs sur tout ce qui est la solidarité et tout ce qui est aujourd'hui l'environnement. Donc je pense que au-delà du problème des bénévoles que vous avez souligné et que j'ai bien intégré, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est un moyen d'avoir une évolution douce et progressive de notre société. Et je pense qu'elle a un rôle essentiel à tenir. Et vous l'avez souligné sur ce plateau, même si pour ma part, je vous ai bien dit que je ne faisais pas de politique, comme l'a souligné très délicatement votre interlocutrice, qui l'a fait avec beaucoup de talent. Merci. Merci à vous tous pour ce débat sur la cohésion sociale dans le contexte de cette crise. Et je vous...